Bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés en nombre pour cette troisième et dernière table ronde de demain, le textile au fil de l'économie circulaire. C'est vrai que c'est une semaine riche en échanges et en idées organisée par Unitex depuis 2020 avec Techtera et le CIRID et soutenu par de nombreux partenaires tels que la région Rhône-Alpes, la métropole de Lyon et OPCO 2i. Aujourd'hui, place à un thème au cœur des mutations de cette filière textile, la digitalisation. Non, ce n'est pas un gros mot. En tout cas, face à la pression réglementaire, aux exigences croissantes des donneurs d'ordre, les entreprises doivent désormais effectivement maîtriser leurs données, leurs chaînes de production et leur impact environnemental. Alors, la digitalisation n'est plus un outil, mais on va le voir. On va essayer de le comprendre également. C'est un levier stratégique pour assurer la traçabilité, renforcer l'affichage environnemental, améliorer l'efficacité des ressources et réduire les déchets, mais aussi pour innover et rester compétitif. Alors, les invités sont nombreux. Avec nos invités, nous allons voir comment les données, justement, redessinent la filière textile en aidant à anticiper les réglementations, à innover et à créer de la valeur durable. Le tour de table, on le fait avant d'entrer dans le sujet avec nos invités du jour. En quelques mots, qui vous êtes, votre rôle, comment la digitalisation s'invite dans vos activités au quotidien. Et là, on active la caméra et la connexion. On file du côté de Nantes, retrouver Nicolas Rohr. Bonjour Nicolas, la connexion est établie. Parfait, je vous reçois 5 sur 5. Co-fondateur Bonjour à tous. de Fago, entreprise pionnière du textile responsable. Alors Nicolas, en quelques mots, présentez-nous la marque Fago et ce qu'elle représente aujourd'hui avec, je crois, 50 boutiques en France et plus de 300 revendeurs dans le monde, c'est ça? Eh ben, vous avez tout dit. Non. Merci, au revoir. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour discuter de ce sujet passionnant qui m'anime depuis 16 ans maintenant. J'ai créé Fago sur les bancs de l'école avec mon acolyte Frédéric Munier. Ça fait 16 ans que nous créons des collections qui sont pensées pour ceux qui vivent au rythme de la ville et qui aiment se ressourcer lors d'une échappée en forêt. Et en fait, depuis 16 ans, on est guidé par une intime conviction qu'une mode plus responsable est possible. Et on œuvre, en gros, depuis 2009 à ce que ces collections soient désirables. Ça, c'est un point très important. Mais qu'elles aient l'empreinte carbone la plus basse possible. Et donc, pour réduire ces émissions de CO2, nous les calculons depuis 2009. On a été la première entreprise en France à calculer notre bilan carbone prévisionnel avant même de créer l'activité. Depuis, chaque année, nous calculons le bilan carbone et on s'engage à réduire ces émissions de CO2, notamment par l'utilisation de matériaux recyclés et plein d'autres intrants. On modifie toute la chaîne et enfin, on compense les émissions de CO2 restantes en plantant des arbres en France. Aujourd'hui, c'est 5 millions d'arbres qui poussent dans 500 forêts réparties autour du territoire. Voilà, il y a 200 000 arbres qui poussent, par exemple, à côté de Lyon, à moins d'1 heure. Bon, le pitch, il est complet, Nicolas Rohr, bravo. En plus, il est corporate, il porte un pull Fago, raccord avec l'actualité, Octobre Rose, on ne peut pas faire mieux en introduction, bravo. On revient ici à Lyon avec vous, Caroline Bernier. Vous êtes ingénieure-chercheuse au CEA de Grenoble. Vous pilotez les projets notamment CIRPAS 1 et CIRPAS 2 sur le digital Passport, Product Passport. On va en parler évidemment de ses impacts sur la filière. Mais d'abord, justement, dans ce projet, votre rôle concrètement? Alors moi, je suis la coordinatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui ai monté le consortium, créé, rassemblé les partenaires, organiser les tâches, qui doit faire quoi, et aussi, du coup, je suis le contact principal pour la Commission européenne parce qu'on collabore énormément avec beaucoup de différents ministères de la Commission, et je suis aussi le contact principal pour la standardisation. Ouais, et l'accent que l'on entend, ce n'est pas l'accent de Grenoble. Non, je suis d'origine canadienne. Maintenant, je suis binationale, mais voilà, je vis en France depuis 27 ans. Parfait, vous faites bien d'y rester. Sylvain Rivoire, en face de vous, directeur marketing et innovation de la maison Néré. Alors vous représentez un industriel historique basé à Saint-Étienne, présent aujourd'hui à l'international. En quelques mots, et c'est également, présentez-nous la maison Néré, sa façon d'intégrer le digital et l'éco-conception dans son développement. On met une slide pour la présentation. Oui, nous, la société Néré, elle existe depuis 1823, donc on a fêté nos 200 ans il y a 2 ans. Ça le fait, ça le fait. Merci, c'est un bel événement. Ça commence à faire. Nous, on est spécialisé dans différents savoir-faire, le tissage, l'impression sur les textiles étroits,
Et on a notamment comme produit des rubans pour le packaging de luxe, l'ornementation des produits de luxe dans la cosmétique, et puis une grosse activité autour de l'étiquetage des vêtements, ce qui fait un peu le propos du jour. Et en l'occurrence, on a investi en innovation dans l'éco-conception, qui est un gros chantier pour nous, avec notamment la recherche de matériaux plus durables, également pour transformer un peu nos fabrications. Aujourd'hui, plus de 65% de nos fabrications sont issues de matériaux biosourcés ou recyclés, et biodégradables également. Et puis, le deuxième pendant de l'innovation dans lequel on investit, c'est le digital. Et tout ça se rejoint, en fait, justement, quand le digital permet de porter l'éco-conception au sein d'une filière, puisqu'au sein de nos étiquettes dites connectées, on va pouvoir intégrer de l'économie circulaire. Plein de choses. C'est fou ce qu'il y a dans une étiquette connectée et intelligente, on va en parler. Tout à fait. Moi, j'ai découvert ça, c'est vrai que, bon, on en parlera, c'est teasing. Delphine Droz, à côté de vous, fondatrice de La Belle Empreinte, La Belle Empreinte, en 3 mots, bureau d'études parisien spécialisé dans l'affichage environnemental et l'éco-conception textile. Racontez-nous votre approche, Delphine. Comment mesure-t-on cette fameuse empreinte environnementale et sociale d'un produit, même si on en parlera dans le détail dans un instant? Alors, on propose 2 choses pour mesurer l'empreinte environnementale de ces produits et puis aussi l'améliorer et la communiquer. C'est une plateforme tout en un qui, à partir de données sur les produits semi-finis comme des tissus ou finis comme du coup, des vêtements, va permettre de connaître son impact sur différents sujets, indicateurs environnementaux, comme évidemment l'impact carbone, le coût environnemental multicritère, la consommation d'eau ou encore le temps de travail généré en Europe ou en France derrière un produit. Et ensuite, on va proposer aussi, pour aider à automatiser ces calculs, définir une stratégie d'éco-conception et une stratégie de communication, un parcours pédagogique qui va aider l'entreprise à se former, à changer ses process internes et à déployer du coup sa stratégie. Et on a été très impliqués sur la création de l'affichage environnemental français qui est sorti, grosse actualité, le 1er octobre. Oui. On aura l'occasion d'en reparler. Très court instant, on va y aller. Et voilà. Et on a eu la chance d'accompagner Fago depuis plusieurs années sur le calcul et l'optimisation et tous les travaux très intéressants qui sont effectués par Fago sur l'optimisation de chaque gramme de CO2 dans les produits. C'est vous qui avez la chance de les accompagner ou c'est Fago qui est content de retrouver votre expertise? C'est les deux, on est d'accord, Nicolas Rohr, hein? Les deux. C'est les deux. Bon, très complémentaire autour de cette table, et on termine avec David Galrenier, qui est le directeur technique contenu et usage de Minalogic, le pôle de compétitivité dédié à la transformation numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous nous présentez justement Minalogic et l'expertise que vous y développez autour du numérique et de ses usages. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je fais partie de l'équipe innovation au sein de Minalogic, comme tous les pôles de compétitivité. Aujourd'hui, nous aussi, on a notre anniversaire, on a 20 ans, comme nos amis de Textera dans le textile. Contrairement à Textera, qui est un pôle de compétitivité filière, nous, on est un pôle de compétitivité plus sur l'horizontalité, sur les technologies numériques. Donc, on est né de la micro-nano-électronique et sur le site de Grenoble, mais on est aujourd'hui régional et on est sur toute la chaîne de valeur avec l'optique photonique, l'intelligence artificielle, l'infrastructure numérique, tout ce qui va être intelligence artificielle. Et moi, je suis plutôt orienté sur toutes les technologies d'interaction entre machines, donc interface graphique, réalité augmentée virtuelle, et ainsi de suite. Enfin, tout ce qui détermine l'interaction entre l'humain et le numérique. Et on compte sur vous et sur vos éclairages, effectivement. Justement, sur ce point, et pendant ce débat aussi, on parle beaucoup d'évolution réglementaire pour les questions environnementales et l'impact environnemental de la filière textile. Mais il ne faut pas oublier que si le numérique est une solution, ça peut être aussi un problème. Donc, il a mis déjà les 2 pieds dans le plat. Effectivement. Ah ouais, mais vous coupez peut-être, je dis bien peut-être, l'herbe sous le pied à l'incontournable. Sébastien Desclin, expert au CIRID, qui est là depuis lundi pour sa carte blanche. Sébastien, peut-être un mot quand même avant sur le CIRID, parce que celles et ceux qui sont connectés avec nous ce matin ne l'étaient peut-être pas forcément lundi et mercredi. Oui, merci Philippe et bonjour à tous et à toutes. Donc, le CIRID, effectivement, c'est le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Nous sommes une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, dont nous fêtons également les 20 ans cette année. Que d'anniversaire! Que d'anniversaire, n'est-ce pas? Et donc, nous avons en charge, nous sommes basés à Saint-Étienne, parce que nous sommes une émanation de l'école des mines à la base,
et nous avons en charge la promotion sur les territoires de nouveaux modèles de coopération durable entre les acteurs. Pour cela, on produit et on diffuse des ressources en France, en région Rhône-Alpes, en France et également à l'étranger. Bon, pour cette thématique, effectivement, digitalisation, de nouvelles opportunités pour s'adapter aux évolutions réglementaires, où est-ce que vous voulez aller avec votre carte blanche ce matin? Sur quoi voulez-vous appuyer? Peut-être rappeler déjà le contexte un petit peu européen sur la circularité, parce qu'on est là sur la circularité. Donc, je pense que ça n'a échappé à personne. La circularité, c'est un axe prioritaire de la stratégie industrielle européenne afin de faire face aux pressions géopolitiques croissantes, afin de faire face à la volatilité des chaînes d'approvisionnement qu'on rencontre dans l'industrie. L'Union européenne s'est dotée vraiment de politiques engagées en matière de circularité. Et on peut, cela afin de renforcer sa capacité à se doter en matières premières, à atteindre ses objectifs aussi en émissions carbonées, et aussi finalement à réduire sa dépendance face aux ressources extérieures. Donc on parle du pacte vert pour l'Europe, du deal pour l'industrie propre, du plan d'action pour l'acier et les métaux. Tous ces plans-là, toutes ces politiques engagées auxquelles se sont rajoutées vraiment une réglementation très forte, un arsenal finalement réglementaire. On peut citer par exemple la réglementation sur l'éco-conception pour les produits durables, qui est entrée en vigueur en juillet 2024 et qui vise à améliorer considérablement la durabilité des produits qui sont mis en marché sur l'Union européenne. Réglementation qui vise d'ailleurs particulièrement la filière textile et qui, dès 2026, normalement en tout cas, devra interdire la destruction des invendus. On peut citer également la CSRD, la directive sur la publication des informations des entreprises sur la durabilité et qui permet, en fait, qui encadre, on va dire, les indicateurs extra-financiers qui sont rapportés par les entreprises. Donc, avec des indicateurs qui sont sociaux, environnementaux et de gouvernance. D'ailleurs, on en parlait un petit peu sur la table ronde de mercredi. Oui. Exactement, comment une entreprise peut diminuer justement cette empreinte-là. 2026 verra également l'arrivée du Circular Economy Act, la nouvelle loi sur l'économie circulaire, et qui va viser à contribuer fortement à créer une demande de matières secondaires, de matières recyclées notamment, et aussi à créer un marché unique pour les déchets en Europe. Et enfin, en 2027, on aura aussi l'introduction de nouvelles règles qui permettront de l'Union européenne, qui permettront aux citoyens finalement de participer à cette transition verte en recevant des informations détaillées et harmonisées qui leur permettra d'avoir finalement de connaître la réparabilité et la durabilité de leurs produits. Donc un contexte politique fort, un contexte réglementaire fort. Vous êtes poli, vous, quand vous dites fort. À chaque fois que vous parlez, on a l'impression que ce sont des barrières après barrières après barrières. Consolidés, on pourrait dire. Voilà, en tout cas, qui vont vers la bonne direction, parce que ça vient aussi comme un accélérateur, je pense, pour les entreprises. C'est, on va dire, contrainte, mais finalement, ça vient accélérer. Et c'est là où il y a un intérêt pour les nouvelles technologies, finalement. Face à ce contexte réglementaire, cette complexification des chaînes d'approvisionnement, peut-être, les technologies basées notamment sur l'IA peuvent agir comme un soutien, comme une aide, et par exemple fournir une visibilité de bout en bout sur tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement, ce qui, in fine, permet aux entreprises d'améliorer la traçabilité de leurs matériaux, produits, qui permet aussi d'en évaluer l'impact environnemental, qui permet également d'en assurer la conformité réglementaire. Et les solutions sur l'IA peuvent également aider à minimiser les excès de production, à formuler des prévisions pour certaines typologies de produits, notamment ceux avec des dates de consommation courtes, et optimiser la consommation d'énergie dans les transports et l'entreposage. Donc on voit, ces technologies basées sur l'IA sont un atout essentiel pour les entreprises dans ce contexte réglementaire contraint. Mais comme l'a mentionné justement David Gallerigné, et peut-être si on peut placer sur la slide suivante, les solutions technologiques, notamment celles basées sur l'IA, ont un impact environnemental qui est extrêmement élevé. On sait, peut-être que David pourra le mentionner également, que l'empreinte du numérique va avoir tendance à accroître de manière exponentielle dans les prochaines années, en tout cas si des actions fortes ne sont pas engagées sur ce secteur.
Et c'est là où moi, peut-être, je serai attentif durant les discussions pour justement essayer de ramener pas tout qu'à la technologie, mais également à l'environnement. C'est finalement comment on peut concilier le développement technologique dans la filière textile avec le respect des environnementales. Ouais, c'est une vaste question. On pourrait la transposer à plein de secteurs, Bien cette sûr, question, bien effectivement. sûr. Mais on va en parler. Oui, David, dites-nous. Oui, juste deux petits points pour Vas-y, rebondir vas-y. par rapport à ce qui vient d'être dit. Peut-être que nous, on pourra aussi déjà évoquer un petit peu ce qu'implique cette réglementation. On a eu le Digital Market Act, on a l'e-Act, etc. On commence aussi à avoir une structuration du numérique à travers la réglementation européenne. On pense réglementation, on pense souvent administration, paperasserie, etc. Mais À juste titre aussi. Hein. à juste titre, mais il ne faut pas oublier non plus que à la base, c'est des valeurs, c'est une éthique, c'est une volonté aussi de créer une culture commune. Et vu la situation géopolitique aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important aussi de rappeler ça, de remettre ça comme un des éléments de structuration d'un Garde-fou essentiel. Voilà. Garde-fou Ça, essentiel. c'est le premier point. Le deuxième point, oui, je confirme que le numérique a plutôt tendance à être exponentiel dans son impact environnemental. On a beaucoup de réflexions. Je fais une petite promotion sur un livre blanc qu'on a fait justement sur l'IA et la décarbonation et l'impact de l'IA de plus en plus. On voit des constructions d'usines de centrales nucléaires aujourd'hui qui sont faites par les grands du numérique aux États-Unis. Donc il y a cette vigilance-là à avoir dans une réflexion aussi de sa stratégie numérique. Merci pour cette précision. Merci pour la carte blanche. C'est terminé, Sébastien? Tout à fait. Bon, restez avec nous, évidemment. Vous aurez la carte blanche pour clore cette session et cette semaine. Un mot à vous qui êtes connectés. Cette table ronde, c'est évidemment aussi la vôtre. Vous réagissez, vous commentez, vous posez vos questions sur le chat. Nos experts répondront en fin d'échange. Le premier enjeu de la table ronde, c'est parti avec cette pression réglementaire donc, et les exigences des donneurs d'ordre. Alors, c'est un point de tension hein, que toutes les entreprises ressentent évidemment. La loi AGEC, l'affichage environnemental ou encore le futur passeport numérique. Les obligations se multiplient et la complexité également. Ce sont avant tout une contrainte. Alors, j'ai entendu le mot contrainte, opportunité, levier. Je me tourne vers vous dans un premier temps avec l'affichage environnemental. Delphine Droz, on va être très simple, essentiel. Qu'est-ce que c'est l'affichage environnemental et pourquoi où est-il déjà incontournable pour la filière? On est très évangélisateur dans un premier temps, l'affichage environnemental. L'affichage environnemental, c'est un coût environnemental point, qui est affiché sur les produits de prêt-à-porter, voilà, et qui va on voit là les points 1653 points pour cette chemise en coton, par exemple, et qui va indiquer la somme de tous les impacts environnementaux, donc consommation d'eau, écotoxicité, impact évidemment sur le climat, et tous les impacts environnementaux vont être convertis dans une monnaie unique qui est le coût environnemental. Et donc, on va sommer tous ces coûts sur l'environnement de différentes natures, et ça va nous donner nos 1653. Alors, il faut s'imaginer que le budget d'un Français textile, on a calculé que c'était à peu près 100 000 points. Donc, sur les dépenses textiles, linge de maison et puis prêt-à-porter. Donc, ça nous donne l'idée que là, du coup, avec cette chemise, on est à environ 2% du budget textile d'un Français. Donc, c'est un indicateur qui va permettre de s'assurer que tous les metteurs sur le marché vont utiliser la même méthode de calcul et qu'on pourra comparer les résultats. La limite, c'est que, en gros, il n'est pas forcément simple à comprendre, simple à interpréter. C'est pour ça qu'on a développé avec l'UIT notamment, donc depuis plusieurs années, un système qui s'appelle le produit miroir, qui va en fait situer n'importe quel produit par rapport à un produit moyen vendu en France. Donc cette chemise, on va pouvoir savoir qu'elle va être probablement quelques pourcents au-dessus d'un produit moyen vendu en France qui va aider le consommateur à le situer. Et ça représente une opportunité, parce que c'est ça qui nous intéresse. Ouais, pour les fabricants, en quoi ça représente cette opportunité? Pour les fabricants, ça représente une opportunité pour les marques, parce que les marques qui s'engagent vraiment, qui travaillent sur l'optimisation de leurs scores environnementaux, vont pouvoir se différencier en montrant sur leur fiche Internet très vite qu'elles se démarquent par rapport à des produits moyens du marché. Et par conséquent, les fabricants qui ont une bonne empreinte carbone, qui ont des labels, etc., qui fabriquent dans des pays où il y a des réglementations, vont en fait, du coup, eux-mêmes pouvoir démontrer que leur tissu, en utilisant des méthodes assez similaires,
vont bien performer. Donc là, on voit sur ce graphe à droite la répartition du coût environnemental par étape du cycle de vie, et on a 86% du coût environnemental sur cette chemise qui est représentée au niveau du tissu. Donc si on a un tissu qui est performant, le produit final va être performant. Et à gauche, on voit qu'entre un produit avec une faible durabilité émotionnelle, une chemise à gauche faite en Chine et puis une chemise faite en France avec une forte durabilité émotionnelle, on a un écart de 60% en moins. Donc, c'est des chiffres qui peuvent être convaincants s'ils sont bien expliqués avec pédagogie pour le consommateur final. Maintenant, le challenge, c'est d'arriver à faire comprendre ça avec pédagogie sur les sites internet. Du coup, on a un slide juste après qui explique un peu plus l'opportunité pour les fabricants. C'est-à-dire qu'on peut venir calculer, en fait, au niveau d'une étoffe, par kilo, par mètre carré, par mètre linéaire d'étoffe, le coût environnemental ou le poids carbone, et venir, en fait, sur chaque étoffe, dire sa performance par rapport à un kilo d'étoffe moyen du marché. Donc, c'est aussi une opportunité pour inscrire pour ceux qui fabriquent, qui commercialisent des étoffes, des fils, à chaque étape de la chaîne de valeur, comment on performe et comment la marque va pouvoir performer en utilisant tel ou tel tissu. Et à travers ce que vous nous dites, on comprend pourquoi il est déjà incontournable pour la filière. Oui, David, vous vouliez rebondir? Oui, j'avais une petite question, c'était sur Ouais. parce que c'était écrit tout petit, mais c'est tellement important. C'est bien comme allez-y, sur La durabilité émotionnelle. On voit que les causes aujourd'hui, en mode climat, c'est un récapitulatif de la littérature qui existe sur les causes de fin de vie des vêtements dans le prêt-à-porter. Et donc, on a à peu près un tiers de ces causes seulement qui est liée à l'usure du vêtement. Et donc, du coup, on a la durabilité physique, évidemment un critère fort, n'est pas la seule. On va avoir aussi notamment la durabilité émotionnelle, donc qui est liée à l'attachement qu'on a au produit, à la marque, etc. Elle a été prise en compte de façon simplifiée dans le nouvel affichage environnemental, sous la forme de 2 critères, l'incitation à la réparation et la largeur de gamme des marques. Et donc, on a cette notion, une modélisation qui est forcément assez simpliste dans un premier temps, mais dans un travail de R&D collective pour modéliser l'attachement et donc le nombre de portées qui vont être faites sur un vêtement. Bon, on parle d'affichage environnemental, on parle je reviens vers vous, Caroline, dans un instant, d'affichage environnemental, de pression réglementaire, de cadre mouvant. On va se connecter avec Nicolas Rohr et pas Nicolas Fagot, pardon. Vous, c'est presque un coup de gueule là, que vous allez pousser, puisque en termes de transparence, vous poussez pour plus de transparence, vous poussez aussi la législation bouge sans cesse, les référentiels évoluent. Est-ce que cette instabilité pour vous est un frein? Alors, je me souviens que quand on a préparé cette table ronde, en effet, Il m'engueulait quasiment, alors je suis pour rien. Je partageais un petit coup de gueule, c'est vrai. Non, et Delphine est assez au fait de ce sujet. On en parle beaucoup ensemble en expliquant qu'une réglementation volontaire peut pénaliser celui qui est volontaire. Parce que Fagot est transparent depuis 2008, c'est-à-dire la création. On a calculé notre bilan carbone prévisionnel de l'activité, comme je vous disais. On l'a même partagé à l'ensemble de personnes qui comptaient acheter des paires de Fagot en amont pour expliquer voilà ce qu'on émet comme CO2. On a été transparent dès le début. Et ben, certains clients nous ont dit « Waouh, en fait, vous polluez ». Et du coup, nous ont catégorisés dans la catégorie des pollueurs. Alors que ceux qui ne présentent pas de bilan carbone, finalement, on a l'impression qu'ils n'émettent pas de CO2. Voilà. Alors qu'ils l'étaient plus que vous, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, on en est dans ce fameux cadre-là de ceux qui s'affichent, ceux qui présentent une transparence accrue, se mettent en risque. Par exemple, nous, on pourra avoir un pull qui est la note B. Et finalement, en fait, va émettre moins 30% de CO2 par rapport au marché. Et ça, Delphine, merci encore d'avoir poussé à ce comparatif. Et au finalement, on voit une note B. Donc, la personne pourrait se dire, bah, finalement, c'est une note B, c'est pas A. Bon, bah, donc, je vais aller vers l'autre produit qui n'a rien affiché. Et ça, on le voit déjà, je trouve aussi, dans la partie, lorsqu'on pousse les portes d'un supermarché, qu'on voit une tablette de beurre qui a un E. Eh ben, en fait, on ne va pas acheter celui qui a un E parce qu'il nous rappelle que c'est un E et on va acheter celui qui est à côté qui a probablement un Z si jamais il y avait des lettres, etc. Donc, en fait, il y a ce niveau. Ce que je trouve dommage dans l'affichage environnemental et de manière générale dans toutes les règles, c'est 2 choses. La première, c'est que c'est souvent du volontariat. Donc, ça veut dire que je viens de vous expliquer mon point de vue. Ouais. Et le deuxième point, c'est que c'est mouvant. C'est-à-dire qu'on met en place dans des petites structures comme Fagot. Fagot, aujourd'hui, on fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est
c'est pas une start-up, mais on commence à être une marque, on n'est pas non plus établi. On passe un temps monstrueux à développer les choses et bien souvent, ça change au bout de 6 mois parce que rétropédalage, parce que finalement, il y a l'Europe en fait qui s'y mêle, qui veut faire un truc européen et nous, on était au niveau français. Voilà. Et puis, du coup, on est bardé. Donc, en fait, c'est une double ambivalence qui fait qu'on veut progresser, mais les volontaires ne sont pas toujours les mieux lotis en reward parce qu'on va être trop transparent. Est-ce qu'on améliore vraiment le système? Voilà. Oui, mais ça a été finalement une opportunité aussi pour vous différencier. Non, pas pour nous différencier, pour mettre le doigt là où les choses n'étaient pas, à notre sens, bien faites ou bien montrées aux gens. Et de se dire que le devoir de transparence, il oblige aussi une rigueur de bien faire les choses. Caroline, vous vouliez rajouter quelque chose, Caroline Bernier? Justement, sur cette histoire de volontariat et d'affichage, la question évidente qui m'est venue à l'esprit, c'est il est obligatoire, elle est obligatoire cet affichage ou il est volontaire? C'est la question. Allez-y. Alors, on parle de volontaire encadré, c'est-à-dire que, en gros, n'importe quelle personne qui veut faire un affichage sur la performance environnementale doit maintenant donner quelque part le plan mental. Par ailleurs, dans un an, sauf si cette partie venait à changer, en gros, des marques des tiers sont autorisés à calculer à la place de marques qui ne publieraient pas leur scoring des scores à leur place. Donc, ça va constituer pour certaines marques une incitation, pas pour toutes. Donc, ça peut créer pour certaines une sorte de demi-obligation. Et après, l'esprit de la loi est de rendre l'affichage obligatoire à terme. Ça se fera qu'au moment de la convergence avec l'Europe, qui peut être très lente, puisque les calendriers européens sont beaucoup plus lents que les calendriers nationaux. Donc, et ça, comme l'a souligné Nicolas très justement, c'est vrai que alors, du coup, le point fort, c'est que entre l'article 13 de la loi AGEC, qui a donné ses obligations sur la traçabilité, la composition, puis l'affichage environnemental, tout le dispositif européen, en fait, entre tout ça, il y a une grosse continuité. Et donc, ça pousse dans la même direction, grosso modo, en termes d'éco-conception, les mêmes décisions à prendre ressortent. Mais ça demande de la part de ceux qui acceptent de s'y mettre, effectivement, une grande souplesse, parce que les choses évoluent quand on regarde plus finement, même si les grandes tendances de fond restent les mêmes, le détail des calculs vient évoluer et ça demande de fait pas mal de patience pour ceux qui. Bon, c'est passionnant, il y a plein de choses à dire. On peut encore pousser le curseur très loin, mais le but, c'est pas d'être exhaustif, c'est donner des inputs. Effectivement, on parle de réglementation. Je me tourne vers vous maintenant, Caroline Bernier. Alors, il y a la loi AGEC, vous l'évoquez, il y a d'autres textes européens qui arrivent, comme le passeport numérique produit, ça c'est en version française, le fameux DPP qui angoisse, qui, c'est vrai, on va le dire, fait peut-être un peu trembler la filière. Vous allez peut-être un peu apaiser ce débat, ce DPP. C'est finalement pas une usine à gaz. C'est pas une usine à gaz. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi c'est là aussi une étape décisive pour la filière? Alors, exactement ce que disait Nicolas sur l'inconvénient d'adopter. J'ai vraiment apprécié l'intervention de Nicolas sur l'inconvénient d'adopter volontairement des normes. Le passeport, c'est l'inverse. C'est un règlement européen, ce qui veut dire qu'à la différence d'une directive européenne, un règlement européen s'applique à l'ensemble des États membres. Au moins, c'est clair. Sans renégociation à l'intérieur de chaque État membre, ce qui est le cas des directives. Et pour information, l'Europe bascule actuellement entre un modèle de réglementaire plutôt basé sur des directives vers un modèle réglementaire plutôt basé sur des règlements pour la cohérence du marché intérieur. Donc, le passeport Digital Product Passport, le passeport numérique produit, c'est entré dans la loi avec le règlement d'éco-conception mentionné par Sébastien l'année dernière, et il va s'appliquer très probablement à la filière des textiles et notamment de l'habillement à partir probablement mi-2028 à peu près par là, sachant que c'est un calendrier très serré. Alors, vous dites que c'est très long, ça prend du temps, etc. Mais en fait, c'est monstrueux. Oui, à mettre en place, effectivement. Les négociations, les standards, la technologie, les offres de solutions, tout ça à mettre en place en quelques années, c'est une ambition vraiment très, très, très difficile à tenir, mais auquel l'Europe s'attable. Et
de la même manière qu'aujourd'hui, vous allez chez Darty, vous voulez acheter un frigo, il y a un affichage environnemental obligatoire pour les performances en consommation d'électricité des produits. Donc ça, c'est rentré dans la loi européenne par le biais d'un autre règlement qui s'appelle EPREL. Donc l'affichage environnemental obligatoire pour les produits consommant de l'électricité. Donc ça existe depuis plusieurs années. Vous savez, il y a les petits affichages avec A, classe A, B, C, D, tout ça, voilà. Donc ça, c'est l'affichage obligatoire pour les produits qui consomment de l'électricité. Ben, l'idée, c'est d'étendre ce petit affichage à d'autres particularités, caractéristiques autres que juste la consommation d'électricité, etc. C'est l'ambition du règlement d'éco-conception. La question que j'avais pour Delphine et que vous ne m'avez pas autorisé à poser, c'était que... Vous l'avez posé. Non, j'ai une autre question. Allez-y. Est-ce que le calcul que vous proposez là, ou le type d'affichage que vous proposez là, c'est celui qui est pressenti d'être utilisé éventuellement dans le futur application par les actes délégués du règlement d'éco-conception? En fait, du coup, il y a des jeux de ping-pong entre la France et l'Europe. Donc, en gros, il y a un bon service qui a été donné par la France, du coup, en lançant son affichage environnemental. L'idée, c'est d'avoir cette zone d'expérimentation concrète qui permet d'avoir des retours terrain avec, du coup, l'ambition d'une convergence avec l'Europe. Et donc, la France, autant que possible, a essayé de reprendre certains éléments du cadre européen, notamment le fait de se baser en grande partie sur l'analyse de cycle de vie, qui n'était pas du tout la seule option possible. Donc, il y a eu des choix de reprendre les éléments qui fonctionnaient bien dans le dispositif européen et de s'affranchir du dispositif européen sur les éléments qui ne fonctionnaient pas bien. Par exemple, le dispositif européen, dans les bases, aujourd'hui, donne plus d'impact sur le coton bio que sur le coton conventionnel, ce qui ne va pas du tout. Donc, ils n'ont pas repris des éléments problématiques, gardé les éléments bons, et ils font un travail d'influence pour essayer, du coup, de venir modifier les dispositifs européens en ajoutant les éléments qui sont sur lesquels je pense qu'effectivement la France a fait des progrès. Voilà, donc c'est un jeu de ping-pong entre les deux dispositifs en essayant de prendre le meilleur des deux pour qu'à la fin tout ça converge. Parfait. Convergence en base de données, convergence en socle technique par catégorie et convergence en méthodologie générale de calcul. Est-ce que ça vous convient la réponse? Parfait. Bon, allez, moi je me tourne vers Sylvain Rigoire maintenant. Effectivement, on parle de texte, on parle de loi. Vous êtes la maison Néré, directeur marketing et innovation. Vous travaillez donc au cœur du secteur du luxe et de la mode, où les exigences réglementaires sont fortes, celles des donneurs d'ordre également le sont. Quelles sont les contraintes logistiques en termes d'organisation de cette traçabilité? D'ailleurs, d'abord, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'industriel entrepreneur, quel regard vous portez sur tout ce qui vient d'être dit? Vous comprenez tout ce qui est dit ou c'est un peu nébuleux? Non, je comprends bien ce qui est dit. Je ne doute pas un instant de votre réponse, mais c'est parce que celles et ceux qui nous écoutent, il y a des patrons d'entreprise qui ne sont pas aussi staffés que vous, et là c'est un peu. On a déjà on est dans des hautes strates parfois. C'est clair qu'il y a une nébuleuse, il y a un peu un nuage de fumée dans les entreprises. Et puis en plus, comme l'a souligné Caroline, pléthore de solutions qui existent, et puis pas toujours beaucoup de clarté sur la chaîne de valeur de qui fait quoi. Et la preuve, Caroline pose une question à Delphine. Et non, je partage et je comprends très bien tout ce qui est dit, puisque nous, ça fait depuis 2018 qu'on investit dans ces solutions digitales qui sont censées porter, permettre au sein d'un vêtement d'apporter de l'information et du règlement. Donc, on comprend bien, on participe aussi à notre échelle. Ça vous challenge, vous? Ça vous challenge sur quoi, par exemple? Clairement, en fait, nous, déjà, le fait d'intégrer du digital dans les produits, c'est une démarche d'entreprise qui demande beaucoup d'investissement en termes d'innovation. On investit beaucoup là-dedans. Ça nous challenge parce que c'est des évolutions de nos marchés, c'est des attentes de nos clients. Et on apprécie beaucoup aussi les explications de Nicolas sur comment c'est perçu de la part des marques. Et il y a des enjeux de mettre en cohérence un ensemble de problématiques qui, pour les marques, peuvent paraître une montagne. Et nous, on se dit que, par exemple, au travers de nos étiquettes connectées, on va pouvoir permettre, au sein d'un support et d'un déclencheur, de venir porter le règlement et puis aussi d'apporter un peu de valeur ajoutée au produit, de travailler un produit qui va être consommé différemment, qui va peut-être être moins consommé en masse pour être consommé avec, je ne me souviens plus le terme
qui était La durabilité. La durabilité émotionnelle, Ouais. la durabilité émotionnelle, le concept de durabilité émotionnelle. C'est très intéressant. Se dire moins de produits, mais des produits mieux consommés, et puis plus d'informations pour les utilisateurs. Ouais. Donc clairement, nous, nos clients, c'est des problématiques qu'ils adressent depuis longtemps. Mm. Et le cadre réglementaire peut permettre d'impulser aussi, on le disait tout à l'heure avec Caroline, d'accélérer les choses, même si parfois ça peut paraître une montagne à franchir. On va rentrer dans le détail de cette étiquette. Vite, enlevez-moi la slide en régie, s'il vous plaît. On y reviendra avec Sylvain dans un instant. David, vous, je vous sens un observateur très affûté, là, regard aguerri. Chiminergie, vous accompagnez justement les entreprises dans leur transformation numérique. Concrètement, comment ces technologies peuvent-elles aider la filière textile à répondre aux nouvelles obligations réglementaires, là, tout en gagnant en compétitivité, évidemment. J'ai combien d'heures? Bah, vous avez une seconde hors taxe. À tous les niveaux, en fait, dans la chaîne de production, le cyclage, enfin, quel que soit, même dans la communication, enfin, le numérique, aujourd'hui, quand on parle de digitalisation, elle est là aussi, la réglementation pousse aussi à cette digitalisation, quelque part, parce qu'il faut fournir de l'information, de la donnée, etc. Donc, il y a un gros transfert, notamment dans des industries textiles qui sont aussi très traditionnelles. Donc, il y a eu un mouvement un peu à marche forcée sur l'intégration du numérique, parfois aussi dans les centres de production, donc qui est pas nativement une culture de l'entreprise. Donc, il y a eu tout ce mouvement-là et qui a accentué aussi avec tous les mouvements qu'on peut voir en termes de communication, les réseaux sociaux, enfin tous les outils. Aujourd'hui, on a l'IA qui intègre. Donc, il y a énormément d'impact et ça va très vite. C'est ça qui est aussi très compliqué dans des industries traditionnelles où on avait plutôt une vision du temps long. Aujourd'hui, on est contraint aussi par tout ça et même les commissions européennes sont obligées de fait de réagir très vite par rapport à cette évolution technologique. Donc, il y a de gros enjeux, je sais pas, voilà, par rapport à la question des usages et des technologies comme en termes d'impact. Enfin, voilà, la technologie, elle est variée. On peut parler de blockchain, c'est-à-dire des systèmes informatiques qui vont permettre d'avoir une décentralisation des contrats, des smart contrats, ce qu'on appelle des contrats intelligents. C'est là où on va faire toute la traçabilité en fait, d'une transaction entre un fabricant et son distributeur, par exemple. On va dater, etc. Et on va sécuriser par le fait que le smart contract, donc ce contrat numérique va être réparti sur différents serveurs, etc. Donc on a aussi à la fois une question de traçabilité auquel on peut répondre. On a une question de sécurisation aussi de la donnée qui s'opère par le fait que tout est décentralisé, mais ça impacte, si on revient à la question de l'environnement, parce que c'est des technologies qui sont aussi des consommatrices d'énergie. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on voit l'IA qui apparaît, même chose, ça optimise énormément les process, ça permet d'aller aussi de formaliser, de générer des documents plus rapidement et ainsi de suite. Donc ça redéfinit tous les modes de production, mais aussi de travail administratif simplement, mais idem pour impact environnemental. Et on peut aller sur tous les champs, la robotisation à la fois dans la production, mais aussi dans le picking pour faire du tri sélectif lorsqu'on récupère un ensemble de vêtements pour identifier quels sont ceux qui sont recyclables ou pas, etc. Donc voilà, il y a plein de technologies. Après, il faut rentrer dans le cas d'usage, lequel est le plus pertinent. Et donc, il y a un gros travail. Mais ce qui va être le socle commun, c'est ce qu'on a donné. Et donc, tout l'intérêt aussi de la segmentation, en tout cas de la réglementation, c'est qu'à un moment donné, elle peut à la fois permettre d'avoir un discours commun, mais elle peut aussi optimiser sur les consommations énergétiques du numérique. Par là, il faut entendre que ce que je veux dire, c'est que plus on va avoir une standardisation dans la manière de traiter la donnée, plus la donnée va être uniforme. Et donc, plus la donnée va être uniforme, et moins on aura de traitement aussi à faire pour l'uniformiser, parce que tout le monde sera un peu au diapason. Alors qu'aujourd'hui, dans certains secteurs, on voit qu'il y a des réglementations qui ne sont pas forcément existantes, et donc on va aller chercher des informations très disparates et très hétérogènes. Ce que je veux dire, c'est que la standardisation de la donnée va aller de pair avec la réduction d'impact environnemental associé au traitement, c'est ça? C'est ce vers quoi il faut tendre. Il y avait une table ronde sur justement l'IA et la décarbonation. En fait, on a fait parler beaucoup de gens qui étaient dans le bâtiment. Et en fait, très hétéroclite en termes de données fournies. Donc, ça peut être du PDF, ça peut être du fichier Excel. Ça peut être, voilà, pour contractualiser et pour standardiser la donnée, on développe de l'IA. Alors que si on a un document plus standard, on formalise un peu systématique, l'intelligence artificielle ne serait pas forcément une donnée, enfin une technologie nécessaire.
il y a aussi ces pistes de réflexion-là qui sont à avoir dans la manière de penser la réglementation sur l'impact et de mesurer cet impact de manière plus globale sur une filière. Bon, on reste effectivement dans le cœur du numérique, avec, vous en parliez, les données, la traçabilité, la performance environnementale, c'est devenu le fil conducteur de la filière. Je reviens vers vous, justement. On va parler de ces fameuses étiquettes connectées, intelligentes. Sylvain Régoire, l'ambition est forte chez Nera, c'est de devenir un acteur incontournable de la transformation numérique du luxe. Et d'ailleurs, vous avez investi quoi, un plan, une stratégie à 5 ans, c'est quoi, 20 millions d'euros d'investissement, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Ouais, 20 millions. C'est à la fois des investissements dans le développement de notre outil industriel, puisque les premières actions qu'on a faites, ça a été de sérialiser nos chaînes de fabrication pour permettre justement de produire des étiquettes qui portent des identifiants digitaux qui peuvent être jusqu'à l'unité pour aller assez loin dans la capacité du vêtement, par exemple, à transmettre de l'information à son utilisateur. Donc ça, c'est des gros investissements, machines, technologiques, et puis on investit beaucoup dans toute la partie logicielle, on va dire des couches basses logicielles qui permettent de venir porter différents systèmes au sein de ces étiquettes. Bon, donnez-nous le mode d'emploi de ces étiquettes connectées, intelligentes. À quoi elles servent à vos clients surtout? Le mode d'emploi et on pousse le curseur un petit peu loin. Alors là, il est temps de remettre la slide, effectivement. Par exemple. Donc en fait, ces étiquettes, elles vont avoir un usage varié. Alors c'est un peu l'enjeu de se dire il y a du cadre réglementaire. Oui. Une étiquette va pouvoir. Vous êtes allé plus loin. On est allé plus loin. Les premiers développements qu'on a eus, c'était notamment principalement autour de l'anti-contrefaçon, puisque dans une consommation mondiale, les marques ont, notamment dans le luxe, beaucoup besoin de se protéger de la contrefaçon et des produits dupliqués. Donc ça, c'est un usage dans lequel on a beaucoup investi, avec l'intégration de technologies qui vont permettre à un QR code demain de ne pas être dupliqué et au-delà de ça, même de protéger la marque et d'empêcher la reproduction d'un vêtement. Donc ça, c'est un usage assez fort avec un retour sur investissement direct pour la marque. L'idée, c'est de se dire avec une même étiquette qui contient un identifiant digital unique, on va venir pouvoir élargir le champ des possibles et le retour sur investissement pour la marque. Donc le cadre réglementaire, on est en mesure de porter les informations, de les transmettre autour de l'éco-score et de l'impact environnemental. On a des cas d'usage, effectivement, qui démontrent l'intérêt pour la marque aussi de promouvoir la seconde vie du produit, notamment, effectivement, vous l'avez cité avec la marque Chloé, pour lequel l'étiquette textile permet en quelques clics de revendre le produit sur vestiaire collective. Donc, c'est favoriser, en fait, une économie circulaire à partir de cette étiquette. Et puis, elle va pouvoir porter aussi une fonction d'excellence opérationnelle parce que plus de traçabilité dans la fabrication. Et on le voit effectivement dans les projets qu'on conduit avec nos clients. C'est parfois aussi l'occasion de commencer à se mettre dans une démarche d'améliorer ces données. Donc, c'est aussi assez structurant d'intégrer en fait cette étiquette au sein du produit. Tiens, Nicolas Fagot, quel regard vous portez là sur les étiquettes connectées de la maison Néré? Alors, déjà, moi, je me pose une question de coût sur ces étiquettes-là, comment pouvoir les rajouter. Nous, on a fait quelque chose d'un peu embryonnaire. Pendant 7 ans, on a mis sur tous nos hand tags papier, donc de chacune de nos textiles et nos baskets, un QR code qui guide vers le site pour retrouver les émissions de carbone de chacun des produits. En gros, ça fait maintenant 8 ans qu'on met l'affichage carbone de chacun des produits. Et donc, on a été embryonnaire sur votre sujet, uniquement sur le packaging, parce qu'on n'arrivait pas à le mettre sur les étiquettes textiles souples, parce qu'il y avait des contraintes de lavage et que les QR codes, très vite, à la moindre plissure, finalement, on n'arrivait plus à scanner avec iPhone. Donc, on pourra en reparler. Et en tout cas, on a fait ça pendant 7 ans sur nos hand tags. Et on a arrêté. Alors, et je vais poser une dernière question. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté? C'est qu'on avait, je pense qu'en 7 ans, on a eu 600 clics. Ouais. Et je pense qu'en 7 ans, j'ai vendu 5 millions de produits. Ouais. Donc, en fait, ça a été. On comprend pourquoi vous avez arrêté. Question de coût. Non, mais c'était un terrible aveu peut-être qu'on était trop précurseur et je souhaite que ça fonctionne. Parce que cette transparence par le QR code, c'est juste extraordinaire. Donc, vous avez très bien fait. Nous, je pense qu'on est peut-être arrivé trop tôt sur ce sujet. Sylvain Régoire. C'est pas impossible, effectivement, parfois d'arriver trop tôt.
Après, nous, c'est un peu justement l'enjeu de se dire, c'est l'étiquette qu'on a développée anti-sage jacquard, c'est là où se situe le début de nos innovations. Elle résout votre problème de l'étiquette n'est pas au bout d'un moment. Après, c'est sûr que Ouais. cette étiquette-là, elle doit petit à petit, et au regard de l'évolution des règlements, prendre un rôle différent et être aussi plus accessible. Et encore un vrai QR code, on va le voir. Vous le voyez? Aussi, et je pense que c'est complémentaire. Il faut avoir un accès aussi à l'information sur le vêtement en boutique, et le hand tag papier est un bon moyen de le porter. Donc c'est une bonne démarche que je pense. Après, l'étiquette, voilà, son usage va se transformer. On croit assez fort à ce qu'une étiquette QR code, et ça, les règlements européens, j'espère, vont pouvoir aller dans ce sens, puisse remplacer un ensemble de plusieurs étiquettes qui deviennent presque des livres sur les vêtements, qui sont principalement découpés. Donc demain, une seule étiquette versus une dizaine d'étiquettes qui sont découpées. Et cette étiquette, elle aura un usage plus fonctionnel. Les utilisateurs vont s'habituer à l'utiliser pour avoir des informations autres que renvoyer entre guillemets vers un site internet. Et on croit beaucoup à ce que du coup, elle soit moins découpée, plus utilisée. Et on travaille justement à démultiplier ces usages pour que le coût que ça représente soit finalement un retour sur investissement pour la marque. Et on y croit. Caroline Bernier. Et sur ce point-là, moi, je me suis battue pendant des années avec la Commission européenne pour s'assurer que le passeport et le QR code, c'est le point d'entrée vers le passeport. Car c'est un des points d'entrée vers le passeport. Et c'est le point d'entrée plus facile pour les consommateurs. Peut-être pas pour une machine de tri automatique, par exemple. Mais en tout cas, pour les consommateurs, c'est le point d'entrée le plus facile. Et au départ, la Commission voyait le passeport comme juste un outil réglementaire avec des données obligatoires qu'ils allaient imposer. Et on s'est battu avec eux pour être sûr que le passeport pourrait être utilisé pour plus que juste ça. Et pour exactement comme vous dites, démultiplier les usages de ce même outil numérique. Et éviter qu'il y ait plein de QR codes qui soient placés sur les mêmes produits. Ouais, je pense que c'est une bonne chose de dire ça. On a un point d'entrée, puis on pense que dans le vêtement, l'étiquette, c'est assez légitime parce que c'est l'endroit où on va chercher de l'information et qu'on a l'habitude de trouver une information. Donc cette étiquette, l'enjeu, c'était de se dire, pour essayer d'y concentrer l'ensemble des informations qu'on va avoir et émettre demain, on va l'augmenter par le digital, et puis donc, en plus, on va la rapetisser. Il y a beaucoup d'expérimentations autour aussi des systèmes à étiquette duale, c'est-à-dire une puce RFID pour faciliter le tri. Par exemple, pour les matelas, le recyclage dans le monde des matelas. Derrière, ce sera très intéressant pour le recyclage. Donc, nous, on a d'ores et déjà des solutions pour avoir des étiquettes Bitechno avec le QR code qui intègre déjà un tag RFID et avoir ces doubles usages. Et les deux, dans ce qu'on a développé, dans les investissements dont vous avez parlé, on a beaucoup investi dans la faciliter l'intégration pour les marques de ces étiquettes. Aujourd'hui, on a des clients qui utilisent des étiquettes connectées à QR code unique et qui n'ont pas de temps supplémentaire pour les intégrer dans le supply chain. Le RFID et le QR code sont déjà connectés et ce sont deux identifiants qui ont délivré le même passeport produit. Il y a David Galranier, effectivement, qui analyse tout ça. Allez-y. Ouais, voilà. Titre. J'ai surtout une petite question très thématique. C'est à partir du moment où vous faites une étiquette, la donnée qui est reliée à cette étiquette, qui est-ce qui la gère? Alors nous, le système qu'on a construit, c'est que nous, on va créer un identifiant unique, qui est une sorte d'empreinte digitale qu'on va faire pour la marque. Tout ça, c'est la marque qui décide. Et derrière, le système va aller collecter des données et les restituer dans une application mobile qui peut être portée par un tiers choisi par la marque. Et nous, le système qu'on a construit, c'est que les données restent chez la marque. On va faire de l'agrégation, on va les délivrer, mais c'est la marque qui doit rester propriétaire de ces données. Oui, il y a cette question-là, mais pour le coup, quand on parle de question de transparence, à un moment donné, c'est comment cette notion-là, elle apparaît par rapport aux objectifs de la Commission européenne aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a une certaine standardisation. Donc, il y a un peu un conflit entre l'intérêt général et puis les objectifs de la marque. Il faut démarrer par des intérêts. Moi, je suis content d'avoir David Galranier sur cette tables rondes parce que je n'aurais pas pu la poser cette question-là. Le poil à gratter, c'est très bien. Donc, Sylvain Rivoire. Parce que Caroline a des éléments, mais on en a parlé juste avant. Caroline, allez-y. Mais tout à l'heure, vous parliez de l'importance de la standardisation de la donnée. En partie pour réduire l'empreinte environnementale du traitement de la donnée, oui, mais ça c'est très secondaire. C'est surtout pour améliorer l'efficacité dans l'échange de données.
Et du coup, le passeport, c'est en fait essentiellement un standard d'échange de données. C'est essentiellement ça. C'est un standard d'export de données qui, comme un PDF est aujourd'hui un standard d'export de données, sauf qu'un PDF, pour réutiliser les données qui sont dedans, c'est difficile. Du coup, le passeport, c'est essentiellement ça, une façon d'exporter les données pour que n'importe qui puisse plus facilement les réemployer. Et n'importe qui, ça peut être un consommateur, mais ça peut être aussi une machine de tri, ou une autorité de surveillance des marchés, ou une plateforme d'e-commerce, ou qui sait, toute personne peut utiliser les données. L'important ici, c'est que c'est un système décentralisé. La marque reste souveraine et propriétaire de ces données. L'Europe ne va pas demander, comme elle a fait dans le passé, à tout le monde d'aller pousser ses données sur une base de données quelque part à Bruxelles, je ne sais pas où. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Hein. Il existe déjà aujourd'hui plus d'une douzaine de bases de données centralisées européennes pour plein de choses, pour REACH, pour les produits chimiques, pour les prêles, par exemple. Elle a décidé de ne pas faire ça. C'est complètement révolutionnaire. Alors, je voudrais revenir sur un de vos slides. Vous avez parlé, dans les technologies numériques, tout ça, vous avez parlé de blockchain et d'IA. Alors, le passeport n'a rien à voir avec la blockchain et n'a rien à voir avec l'IA au sens LLM, avec le coût d'entraînement, tout ça. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec ça. Ça ressemble beaucoup plus, imaginez, comme le standard HTML qu'on utilise pour échanger des pages web, ben, c'est plus comparable à ça. C'est un standard pour échanger des données, sauf qu'aujourd'hui, une page HTML, okay, tout le monde connaît l'HTML, j'espère. Oui. Donc, tout le monde, même moi, voilà. Donc, aujourd'hui, une page HTML, c'est un standard d'échange de pages web. Voilà. Le passeport, ça serait un standard d'échange de données produits. C'est tout. Alors, non, vous n'êtes pas dans un cours de fitness avec Karine qui fait comme ça à droite. Non, comme elle le disait, il faut se battre pour faire passer ces messages, notamment sur des PP, effectivement. Et chaque fois que j'entends parler de blockchain, je bondis parce que c'est une façon possible de l'implémenter, mais il y a plein d'autres façons. Ah, mais je ne relayais pas le passeport. C'est peut-être par rapport au captage des informations par la marque sur finalement la consommation citoyenne. Oui, non, mais c'était sur la confiance des données. Sur la confiance des données, derrière, la crédibilité, si à partir du moment où c'est quelqu'un qui possède les données, il peut faire ce qu'il veut. Exactement. Donc, il y a cette question-là. Et puis, c'est surtout, si on parle d'usage, pour le coup, entre l'usager qui veut voir peut-être un impact environnemental, ou voir quel est le sourcing par rapport à tel ou tel produit, et puis sur des questions plutôt contrôle fiscal, etc. Donc, on ne va pas avoir les mêmes interlocuteurs derrière. Donc, c'est la déclinaison des usages et justement quel est le degré de possession des données. Alors, on avance, on a encore 2 ou 3 choses à dire quand même avant 19h ce soir. Je me tourne vers vous, Delphine Drose. La belle empreinte, on ira revoir Nicolas dans un instant. La belle empreinte, vous accompagnez notamment des industriels pour faire le tri, c'est votre expression, dans les attentes parfois complexes des donneurs d'ordre. Concrètement, comment vous les aidez justement alors à comprendre, parce qu'on est là dans l'imagination, à comprendre cet univers et à s'y retrouver. On prendra l'exemple de Nicolas Rohr. On a signé le digital, c'est nécessaire et ça facilite les choses, ça fait gagner du temps, mais ça ne fait pas tout puisque l'humain reste très important et donc il y a une certaine créativité à déployer aussi pour chaque industriel pour réfléchir à comment adapter à ses produits ce cadre. Donc déjà, il faut connaître le cadre et ensuite déployer la stratégie. Donc on propose des parcours pédagogiques avec l'outil qui vont comprendre des formations justement sur ces obligations réglementaires, qui vont permettre de comprendre aux fabricants quelles sont parmi tout ce qui concerne le donneur d'ordre, toutes les demandes que peuvent faire le donneur d'ordre, lesquelles correspondent effectivement à des choses qui sont obligatoires et quelles sont les demandes qui peuvent correspondre à des éléments qui sont facultatifs et importants ou facultatifs et peu importants. Donc ça permet aussi de prendre du recul par rapport à toutes les demandes des donneurs d'ordre et puis de savoir lesquelles sont auxquelles il faut se plier et lesquelles on peut commencer à discuter avec le client. Et donc dans les parcours pédagogiques, il va y avoir cette partie formation et il y a des ateliers pour réfléchir notamment à quelle est la stratégie de communication la plus adaptée pour communiquer
pour ceux qui sont par exemple des fabricants d'étoffes sur les étoffes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a quand même des points forts. Si on remet le deuxième slide éventuellement, comme on a un mix électrique qui est très décarboné, du coup, les étoffes fabriquées en France vont très bien performer sur le score carbone. Donc, il y a une petite jauge dans le deuxième slide. Voilà, qui présente l'intensité carbone des mix électriques donc sur une échelle de 0 à 3. Donc 0 étant le meilleur, la France est à 0,2, le photovoltaïque à 0,1, l'Inde à la note 3 et la Chine à la note 2. Donc on voit que la France est très bien positionnée. Donc pour les fabricants français, il y a un vrai atout à jouer, et notamment la plupart des marques de luxe se sont engagées dans des trajectoires SBTI, ce qui correspond à des diminutions d'impact carbone de 2,5% environ par an. Il y a différents modèles d'ici 2030, et en fait 2,5, c'est pour le savoir, mais 2,5 par an, ça peut sembler peu, mais c'est gigantesque. Donc il y a une vraie opportunité à expliquer au marché du luxe que les fabricants français sont une solution excellente pour atteindre du coup, ces trajectoires de décarbonation. Grâce à une meilleure maîtrise des données, donc on peut mesurer concrètement les gains environnementaux et aussi économiques. Au niveau de chaque étoffe, de façon automatisée, de façon simple, et en faire vraiment un argument commercial. Nicolas Rohr, justement, des outils qui rendent la transparence plus visible et plus accessible, du côté des marques Fago. Vous n'avez pas attendu la réglementation pour vous en emparer? Non, en effet, comme je vous le disais, dès 2008, c'est le calcul de notre bilan carbone, et on avait publié notre bilan carbone dès le début. Ensuite, c'est venu l'affichage carbone sur le site internet, puis le déploiement de ces étiquettes avec un QR code. Mais tout ça, évidemment, enfin, on n'a pas attendu parce qu'on avait cette volonté d'être transparent auprès de notre communauté. Peut-être que de temps en temps, on était trop transparent et qu'ils n'en avaient pas l'envie d'aller voir les résultats, parce que les 600 clics étaient évocateurs de ce fort engouement pour mon QR code. Mais on désespère pas, et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec la Belle Empreinte pour aller encore plus être plus précis dans notre transparence, parce que ceux que ça intéresse, ils vont loin, et c'est vers eux qu'on se tourne. Voilà. Et puis on espère aussi que ça puisse montrer, alors pas un exemple, mais en tout cas l'envie à d'autres marques d'être aussi transparents sur leur chaîne d'approvisionnement, sur les matières qu'ils y mettent, etc., etc. Oui, David Galérier. Justement, j'ai une petite question, Nicolas, par rapport au travail aussi de la communication et de l'image de marque autour de ce que vous faites. Et, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec Shine, notamment dans les magasins. Pardon. Troisième table ronde, troisième gros mot, lundi, mercredi, vendredi, Shine, c'est lancé. Non, mais pour le coup, c'est culturellement, on voit qu'on est plus sur des réactions neutres par rapport à tout ça. Et donc, le fait d'avoir tout un historique et comment vous avez travaillé, parce que comme tu le disais initialement, vous avez eu peut-être un retour de bâton en disant, en fait, on a trop communiqué, ça s'est retourné contre nous. Ou on a trop travaillé, on a été trop transparent. Aujourd'hui, comment ça peut devenir un atout? Comment vous travaillez pour transformer un atout? Ouais, alors, je pense que déjà, le meilleur service à rendre pour que Shine disparaisse, c'est de ne plus en parler. Parce qu'en fait, ils se sont offerts un plan de communication gratos grâce à tous les haters. Et finalement, tous les jeunes qui ont entre 12 et 16 ans se sont dit, attends, si les adultes en parlent comme le mal, allons voir. Non, je dis ça, en fait, je suis pareil, c'est un de mes gros sujets de discussion là où je vais, et je suis souvent à initier le sujet. Et je me dis, en fait, on leur a payé un plan de com digne de Publicis avec des millions de dollars. Bon, mais et à 0 euros. Et à 0 euros, c'est ça qui est effrayant, quoi. Ils font même pas d'ads sur les réseaux sociaux. Enfin bon, bref. Ils nous épuisent. Nous, ce qu'on fait, c'est que Fago, on n'a pas à rougir. En 16 ans, on fait 25% de croissance par an. Ce qu'on continue, c'est à faire sereinement notre travail. Je crois qu'avec Fago, on n'a pas des ambitions d'éclater le marché, de grandir pour se dire dans 10 ans, c'est 1 milliard. En fait, ce qu'on veut juste, c'est donner du sens à notre quotidien, et on espère le faire rayonner. Pour répondre à ta question, c'est essayer de rayonner sainement avec notre marque pour que, en fait, dans 30 ans, on soit encore là, alors qu'à mon avis, Shine, dans 10 ans, j'espère 5, ce sera une histoire oubliée. Bon, c'est clair au moins. C'est clair. Ça laisse Sandra Silva Régoire. Non, je partage totalement. Ouais. Je ne veux plus dire de gros mots. Donc, ouais.
Bon, effectivement, l'enjeu de cette troisième partie, on parle d'innovation, on parle d'IA, vous l'avez mis sur le tapis, David Gallarene, et la transformation des entreprises. C'est vrai qu'il faut savoir comment les entreprises, petites ou grandes d'ailleurs, s'en emparent. Je reste avec vous, Nicolas Aurore. Effectivement, votre conviction est claire. Alors, vous l'avez dit, une mode plus responsable avec l'empreinte carbone la plus basse possible. Mais justement, comment cette exigence, elle se transforme dans vos choix stratégiques, dans vos modes de production ou de sourcing notamment, hein? Oui, absolument. Alors aujourd'hui, en fait, on a doté les équipes et grâce au renfort de la belle empreinte, ça fait 6 ans, mais maintenant ça fait 2 ans qu'on le fait mieux. On avait doté nos équipes d'une calculette de pré-bilan carbone de produits. C'est-à-dire Ouais. que nos designers et nos chefs de produits, lorsqu'elles designent le prochain pull Fago, eh bien, en fonction du poids, de la matière, du sourcing, du lieu, de l'énergie utilisée par l'usine, etc., et du transport qui va être utilisé, le nombre de kilomètres, elles peuvent calculer le pré-bilan carbone de nos produits. Parce que pendant les 7 premières années de Fago, on fabriquait un produit, et après on calculait le bilan carbone et on était toujours a posteriori en se disant « Ah merde, j'ai fabriqué un pull qui émet 20 kg de CO2. » Alors que si j'avais changé 2 paramètres, j'aurais pu en émettre moins. Et donc maintenant, on rentre dans une ère de prédiction des émissions de CO2, largement aidée par la belle empreinte. Et je les remercie parce que c'est précieux et toutes les marques devraient se diriger vers de la prédiction d'émissions de CO2 pour pouvoir faire des choix radicaux. Nous, on a opéré un resourcing très important parce on avait démarré notre textile en Asie. On était très heureux parce que tout se passait bien, les usines étaient top, nos partenaires étaient géniaux. Mais d'un point de vue carbone, eh bien, on a opéré un grand rapatriement parce que sur le bassin du Portugal et du Maroc, on a des compétences aussi bonnes que dans le bassin asiatique. Et donc, on a divisé nos émissions de CO2 considérablement en basculant sur ces pays-là. Mais pas que. Du coup, on a fait cette bascule-là dès lors que le Maroc était capable de fabriquer avec des matières recyclées, ce qu'il n'était pas capable dans les 7 premières années. Donc, en fait, on fait que des choix prédictifs. Et dès qu'on est sûr, on agit pour éviter de se dire j'ai fabriqué et merde, en fait, j'ai émis plus de CO2 que prévu. Voilà. Donc, chez Fago, ce qui nous guide aujourd'hui, c'est la prédiction. Cette prédiction qu'on a réussi à mettre sur le produit, je voudrais qu'elle soit aussi à terme chez Fago d'une manière plus générale sur le budget. C'est-à-dire que chez Fago, l'année prochaine, on se dit qu'on voudrait faire 46 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc 6 millions de croissance par rapport à cette année. OK, cette croissance, combien de kilos de CO2 elle va coûter? Voilà. Donc, c'est 6 millions. Et à terme, ce qu'on devrait dire, c'est chez Fago, 6 millions de croissance égale X % de CO2. Enfin, X kilos de CO2. Et d'arriver à se tenir sur un budget euro, mais un budget carbone. Les deux ensemble. Et là, vous allez faire appel à la belle empreinte pour mesurer tout cela. Oui, et puis je complète quand même, il y a effectivement 2 points forts. Il y a plein de points forts, mais 2 qui viennent à l'esprit. Il y a ce côté prédictif. Il y a un autre gros point fort chez Fago dans la gestion de la RSE, c'est que petit à petit, c'est de plus en plus les équipes métiers. Donc ça passe de la RSE à la com. C'est vraiment un sujet chez vous qui est pris en compte par les métiers, par le design produit. Et donc ça, c'est très fort quand ça rentre dans les métiers. C'est vraiment comme ça qu'on obtient des résultats. Et ça, c'est très bien fait. Et du côté de chez NRE, Sylvain Grégoire, pardon, vous réinventez votre métier grâce au digital et à l'innovation aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, pour aller sur les traces de Nicolas Fago, où vous en êtes et vers quoi vous voulez tendre? Nous, en fait, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette étiquette-là qui va porter un QR code au sein du vêtement. L'idée, c'est qu'elle puisse petit à petit remplacer de nombreuses étiquettes d'information et avoir un impact environnemental plus faible. On s'est amusé à faire un calcul, on arriverait à diviser par 16 l'impact environnemental des étiquettes. C'est un calcul qui, pour le moment, est fait en interne, mais le résultat qu'on a obtenu en termes d'impact carbone, c'est ça. Donc, sur la taille d'une étiquette, ça reste raisonnable, mais on augmente le pouvoir de communication en termes de données et de transparence et on diminue quand même l'impact environnemental. Donc, nous, c'est pour nous vraiment un véritable enjeu de transformation de l'entreprise, parce que derrière, c'est de passer d'un modèle de fabricant d'étiquettes classiques à un modèle de fabricant d'étiquettes qui porte du service, d'où la création d'une filiale dédiée au sein du groupe pour porter ce sujet-là. Parce que derrière, c'est aussi des projets d'intégration de digitalisation au sein des marques et de nos clients. Donc, il faut les accompagner. C'est sûr qu'il y a
il y a beaucoup de sujets à traiter autour de ça. Ce n'est pas simplement rajouter une étiquette de plus, mais c'est une démarche de collecte de données, de calcul d'impact, une démarche de mettre ensemble un ensemble de fonctions clés au sein de la marque. Ça va impliquer autant le marketing que le système d'information, que la supply chain. Et ça, c'est un vrai travail. C'est pas juste, c'est pas sans impact en interne. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, en ayant voulu rendre plus transparent vis-à-vis de l'environnement ce que vous produisiez, ça vous a permis en fait en interne de développer de nouveaux services, une nouvelle offre de services, et du coup peut-être de diversifier votre modèle économique précédent, c'est ça? Oui, clairement. C'est suivre les évolutions du marché en étant nous aussi, en transformant notre propre modèle de vente et de fabrication. Ça, c'est intéressant pour les industriels qui nous écoutent, justement, de dire que ça peut générer finalement une nouvelle offre économique, de nouveaux marchés, le fait de se lancer dans des démarches environnementales. Ouais. Dans certains propos, notamment ceux de David Gallerini, on comprend bien que la donnée devient aussi le socle de cette transformation. Mais comment les entreprises peuvent-elles s'y préparer? Je me tourne vers vous, Caroline Bernier, pour les entreprises qui nous suivent. Dès aujourd'hui, que peut faire une entreprise textile justement pour se préparer à ces nouvelles obligations? Vous parliez en préparant, alors on va essayer de faire court, mais quand même il est intéressant de faire un audit data. De quoi s'agit-il concrètement et par où commencer? Oui, donc en fait, tu en as un petit peu parlé, c'est le passeport et tout ce dont on parle, c'est vraiment pour une entreprise une transition non seulement écologique, mais aussi une transition numérique, parce que fournir de la donnée à ses clients ou exploiter mieux les données de nos fournisseurs, basculer vers des formats interopérables. Ça, comme vous disiez, ça a un impact sur les systèmes d'information internes quand ils existent. Parce que c'est souvent pas le cas. Parce qu'on ne parle pas, effectivement, il y a certaines PME. Exactement. Donc, alors, vous parliez de formation et je pense qu'il y a un énorme travail à faire au niveau de la formation et de l'accompagnement des entreprises, et je voulais vous proposer justement qu'on collabore à ce sujet-là. Mais donc, il y a la formation, savoir, et puis aussi bien séparer les mensonges de la vérité, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui communiquent des mensonges au sujet des réglementations qui arrivent pour faire peur aux entreprises, et ça, c'est très, très, très mauvais. Et donc, communiquer de la bonne information précise, ça, c'est très important. Ensuite, l'audit data dont vous parliez, c'est déjà dans un premier temps savoir, OK, comment est-ce qu'on reçoit les données de nos fournisseurs, dans quel format, qui les reçoit, comment elles sont stockées. Parce que c'est souvent quelque chose qui fait chier tout le monde dans une entreprise. C'est pas intéressant de faire ça. Voilà. Donc c'est... Et à qui devons-nous fournir ces données, dans quel format? Et encore une fois, c'est un travail pas intéressant pour une entreprise de textile d'être là à manipuler des données. Et c'est pour ça que ça se fait mal. Ou voilà. Mais à part David Gallerini, il n'y a personne d'autre qui aime, effectivement. Exactement. Donc cet audit interne, ça permet d'avoir voilà, où on en est aujourd'hui et comment on pourrait en fait voir cette numérisation comme une opportunité pour améliorer déjà nos process internes, etc. Et donc vraiment de voir comme une opportunité de s'affranchir de tâches ingrates, mais aussi de mieux exploiter les données qu'on a, etc. Je compléterais peut-être avec Caroline sur ce que tu dis. Je reviens à nouveau sur comment faire une opportunité commerciale, parce que je pense que pour les industriels, c'est important. Concret, oui. En gros, dans les parcours, on va aider aussi un peu à cette structuration des données. C'est de se dire, ça fait partie, nous, quand on accompagne donc certaines marques pour récupérer du coup, leurs infos en traçabilité, on va lister les fournisseurs et on va lister des fournisseurs qui répondent mal ou avec des informations peu cohérentes. Et donc, ça peut faire partie chez certaines marques d'un critère de blacklist des fournisseurs. Tout à fait. Le fait de... voilà, il y a ceux qui performent plus ou moins bien sur la question environnementale, mais il y a ceux qui vont être capables de fournir rapidement les bons ou les mauvais élèves sur la fourniture de données. Et donc, à la fois, le côté négatif, c'est un risque de blacklisting, et le côté positif, c'est que si dans la façon de se présenter d'un point de vue commercial, on montre qu'on est très proactif et qu'on maîtrise très bien et qu'on est très réactif sur ces questions de collecte de données, ça peut s'ajouter à une palette d'arguments
qui peuvent enclencher une collaboration, qui sont un facteur positif d'une collaboration. Oui, David Delany. Oui, pour revenir sur la question de la donnée, oui, la donnée, c'est un peu au cœur aujourd'hui, notamment quand on parle d'intelligence artificielle. Sur ce diagnostic, j'irai même plus loin. En fait, c'est souvent même une approche plutôt de design thinking ou d'approche de réflexion sur la stratégie d'entreprise qui va amener potentiellement à revoir aussi la stratégie de gestion des données pour optimiser des nouveaux services, etc. Et la question de la gestion de la donnée, nous on le voit à travers les sociétés de conseil en intelligence artificielle. La première chose qu'ils nous disent, c'est que 80 à 85% des entreprises qu'on va voir, finalement, on passe notre temps à leur structurer leurs données avant de leur dire peut-être que l'intelligence artificielle va apporter une plus-value à ce que vous faites. Donc la question de l'IA, elle est, je dirais, presque subalterne par rapport au fait d'avoir déjà une connaissance de ces données et pourquoi telle ou telle donnée aussi. Il ne faut pas faire de la donnée à tout va parce qu'il faut la stocker, il faut la gérer, etc. Et ça a un coût et c'est comme du stock en fait. Et donc, il y a une vraie pertinence à bien réfléchir sur quelles données vous allez aussi vous appuyer. Donc ça, il y a toute cette réflexion-là qui est extrêmement importante. Après, il y a une distinction, tu évoquais les données et la centralisation au niveau européen. Malgré tout, au niveau de l'Europe, il y a la notion d'espace de données qui est important et qui peut être intéressant de partager pour une filière un ensemble de données communes. Si on prend l'exemple des caractéristiques du coton, par exemple, ça peut être intéressant pour tout le monde qui utilise du coton. Ces bases de données-là, qui peuvent être de manière très générique, peuvent être intéressantes à partager sur une filière ou sur un ensemble d'acteurs communs. Et pour revenir un petit peu dans ce que je mettais sur mes slides et rebondir un peu sur l'activité des pôles de compétitivité, dont fait partie Tectera qui a la chance d'avoir une ITEC dans ses adhérents. Nous, on accompagne justement dans l'orientation de ces financements quand on parlait d'intégrer peut-être cette digitalisation. Ça fait partie des éléments aussi avant dans la réflexion, c'est à la fois de réfléchir quelle dimension stratégique, quelle technologie, mais aussi quel financement à cette innovation. Et donc là, j'ai mis dans ma slide quelques exemples. Ça peut être très divers sur la manière de réfléchir à la logistique, ça peut être dans la manière de réfléchir sur des espaces de données, comme ça peut être sur l'intégration de l'intelligence artificielle, ou voir sur des nouveaux procédés industriels. Je reste avec vous, effectivement, vous qui observez donc l'ensemble des technologies émergentes, vous qui êtes sur le terrain. Justement, vous parlez d'IA, et comment l'IA peut faciliter la digitalisation de cette chaîne de valeur. Et où est-ce que l'on en est? Est-ce qu'on est toujours dans une phase exploratoire ou un peu plus poussée? Vous allez me dire, ça dépend des entreprises? Oui, c'est une question de culture. On parlait de diagnostic, il y a eu les initiatives des pays de France, notamment, qui ont proposé ces diagnostics IA avec des sociétés de conseil qui étaient à la fois référencées par des pays pour accompagner les entreprises justement à évaluer. Et c'est le constat qui a été fait notamment sur la structuration des entreprises. Donc il y a eu beaucoup dans le processus d'accompagnement des pays de France, il y a eu beaucoup sur la première phase, c'est-à-dire je regarde et puis je vois ce que je peux faire. Après, dans les implémentations, on a quand même eu pas mal de déchets et on a eu moins de réalisations derrière qui sont entrées concrètement. L'IA, il y a des clés d'entrée extrêmement variées aussi. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une technologie, c'est un ensemble de technologies, c'est un ensemble d'algorithmes avec des fonctionnalités qui sont assez différentes. Beaucoup sont basés sur la statistique, globalement, qui permettent, à partir de données, donc ça veut dire avoir un maximum de données, il faut qu'elles soient représentatives aussi de ce que vous voulez faire pour pouvoir entraîner ces intelligences artificielles pour générer une information pertinente. Ensuite, vous pouvez définir des règles et l'intelligence artificielle, à partir de ces règles, va vous produire un contenu ou quelque chose de pertinent. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative, c'est-à-dire de créer des images, du texte, du rapport à partir d'un ensemble de documents, etc. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui se passent. Un des gros enjeux, et malgré tout, quand on parle de digitalisation, c'est la cybersécurité. Aujourd'hui, on voit dans les pratiques de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup des individuels qui vont aller faire une enquête sur ChatGPT. Je ne suis pas sûr que l'entreprise soit très en accord avec ce qui peut être transmis à ce genre d'outils. Par exemple, on parle de ChatGPT, mais on pourrait parler de Mistral AI pour parler. Non, mais ça sera l'objet d'une autre table ronde, ça. Mais pour le coup, enfin voilà, donc les usages sont très diversifiés. Surtout, ça va pourquoi on va commencer à réfléchir. Il ne faut pas penser l'IA d'abord, mais toujours réfléchir pourquoi et est-ce que l'IA s'applique comme n'importe quelle autre solution technologique. Vous animez ces sujets, je pense, à Minélogique sur la cybersécurité, si je ne dis pas de bêtises. On a plusieurs parcours, justement, de sensibilisation. On est beaucoup à la fois dans la sensibilisation, dans la vulgarisation de ce que ça implique, de ce que c'est. Donc, on a des parcours sur la décarbonation, sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est justement de sensibiliser très en amont et après de dire, voilà, si vous avez identifié un besoin, vous comprenez les enjeux,
Derrière, on va vous mettre en lien avec des acteurs qui vont permettre de vous faire monter en puissance par rapport à ça. Et après, derrière, on va vous aider aussi à trouver des financements qui vous permettent de le faire. Dans l'oreillette, on est en train de me dire qu'il y a de nombreuses questions sur le chat. Et on enchaîne tout de suite avec une question de Nicoletta. Est-ce que la présence de matériaux biosourcés et ou recyclés va être mise en valeur dans l'affichage environnemental? Si tout est basé sur des données ACV, il y a des risques de pénalisation, notamment des matériaux biosourcés par rapport aux pétrosourcés. Et là, je me tourne vers vous, Delphine Droz. Oui, question très pertinente. Le recyclé se valorise très facilement, encore plus le recyclé fait en France et en Europe dans la CV. Donc ça, du coup, ça permet à l'échelle de la matière, on va diminuer sur l'étape matière du coup, beaucoup l'impact, donc ça va diminuer sur le produit entier. Sur le biosourcé, alors ça a été l'analyse de cycle de vie. C'est une méthode, actuellement, c'est une période passionnante parce qu'on est en train de construire ensemble, collectivement, l'écosystème. C'est une méthode de mesure d'impact environnemental et social. Donc, du coup, ça bouge, c'est passionnant, c'est enthousiasmant. La limite, c'est évidemment quand on construit des choses, elles sont encore en construction. Et donc, du coup, le reflet des qualités des matières biosourcées est aujourd'hui un vrai défi de modélisation environnementale. Donc, pour ça, il y a des solutions, des améliorations fortes qui ont été poussées dans le coût environnemental, et c'est positif par rapport aux méthodes traditionnelles d'ACV, c'est-à-dire qu'il y a des compléments qui ont été mis, il y en a 2 sur les microfibres émises au lavage des vêtements. Donc là, les matières biosourcées sont favorisées à ce niveau-là. Et le deuxième point, c'est sur du coup export en Europe sur les déchets. Donc attention, alors selon ce qu'on entend par biosourcé, en tout cas, et ça a été mis en exergue par le reportage sur le front encore récemment, c'est pas parce qu'on a une matière naturelle que c'est nécessairement vertueux. On a dans les matières naturelles un énorme panel du coup des plus vertueuses au pire. Je pense que dans certains cas, un coton sans traçabilité dans les pays où les pires pesticides sont autorisés est pire que du polyester. Donc il faut voilà, donc c'est effectivement on n'est pas au bout du chemin pour aller arriver à valoriser les bénéfices du biosourcé, mais il y a eu des grosses avancées qui ont été faites quand même. Il y a sur le chat Thibaut qui s'interroge beaucoup, dit-il, sur la résilience de toutes ces technologies très fortement numérisées, leur durée dans le temps, combien d'années effectivement ces données resteront conservées et stockées face aux aléas du temps. Qui prend la réponse? Peut-être David? De manière très courte, pour qu'on puisse enchaîner les questions. La question de l'archivage des données, elle est aussi très liée aux technologies. Le stockage de données, les informations les plus anciennes sont sur papier. On a déjà des informations vis-à-vis du jeu vidéo, par exemple. Sur les jeux vidéo, c'est. La question, elle ne concerne pas la donnée, en fait. C'est relativement binaire, d'un point de vue informatique. Par contre, ce qui est important, c'est le operating system sur lequel vous travaillez. Quel logiciel vous utilisez? Est-ce qu'il est toujours maintenu? Est-ce qu'il est toujours accessible? Et c'est à partir de là que vous commencez à rentrer dans quelque chose qui peut être fragile en termes de durabilité. Après, si on parle de stockage de données, aujourd'hui, la vision, c'est plutôt de dire que ce qui serait le plus performant en termes de stockage de données, c'est l'ADN. Bon, alors ça, c'est un très bon sujet de table ronde. Donc voilà, donc c'est l'ADN. On va loin. Que le textile pour avoir l'ADN en termes de stockage de données. On ne peut pas imaginer où on peut stocker de la donnée. C'est le traitement et l'échange de données qui sont plus importants que le stockage même. Question d'Émilie, on va revenir à Delphine Droz, à mon avis. Là. Comment intégrer la durabilité émotionnelle dans un calcul aussi cartésien que des kilogrammes équivalent CO2? Alors, je reprends, il y a eu beaucoup de débats sur l'affichage environnemental beaucoup cette réponse. Il y a eu un grand débat sur qu'est-ce que la science. La science. On n'en est pas là. Ça l'a mentionné très vite. La science, c'est la description de la réalité. La science, c'est la description de la réalité. J'aime bien. Oui. Voilà. Et donc, du coup, cette réalité, on a envie de se dire que ce serait que la durabilité physique, mais la description de la réalité, c'est que les causes de fin de vie d'un vêtement, on l'a vu, et puis on peut tous en faire l'expérience à un moment ou à un autre, peut-être plus nous les femmes que les hommes dans la vie courante, c'est que cette réalité, c'est qu'il y a du coup juste un tiers des causes de fin de vie du vêtement qui sont physiques. Donc après, la modélisation, ceci étant dit, que la
là, il y a une science sociale de modélisation des comportements qui reste une science et qui reste cartésienne d'une certaine façon, même si ce n'est pas une science au sens dur du terme, ça reste d'une certaine façon cartésien. Le deuxième point, c'est que du coup, pour la modélisation, c'est très simple. En fait, on va avoir un nombre de portées par référence, par catégorie de produits. Donc, par exemple, sur un t-shirt, on va avoir par défaut environ 40 portées. Et ensuite, si la durabilité émotionnelle du produit est forte, on va avoir un coefficient qui vient multiplier le nombre de portées du vêtement. Donc, on va passer de 40 à 50 s'il y a une forte durabilité émotionnelle. Et ensuite, tous les produits sont comparés sur le coût environnemental. Il est toujours calculé pour un même nombre de portées, pour que tout le monde soit jugé au même score. Donc, celui qui performe bien sur la durabilité émotionnelle, il va aussi afficher quelle est l'empreinte pour 40 portées. Et donc, du coup, comme son t-shirt, il en dure 50, eh bien, on ne va pas, pour 40 portées, affecter toute l'empreinte de la production. On va affecter 40 cinquantièmes, en gros, de l'impact de la production. Et donc, du coup, son empreinte, si c'était par défaut 500 points, ça va devenir 400 points, parce que, voilà, on compte que pour 40 points sur les 40, 4 cinquièmes de la production. Donc, c'est un système qui est de calcul rationnel. Après, c'est vrai qu'il reste beaucoup de travaux à faire pour arriver à modéliser de façon beaucoup plus fine que ce que la durabilité émotionnelle. Est-ce que vous travaillez avec les syndicats textiles sur ces sujets? Alors, du coup, les heures de discussion que nous avons tous réunies sur des sujets ont évidemment réuni les syndicats textiles qui ont été très, très impliqués. Il a fallu trouver des compromis entre tous les syndicats. D'autres questions. Comment tenir compte de la forte incertitude sur le calcul de l'empreinte carbone dans l'affichage environnemental? Les facteurs d'émission sont très évolutifs, dépendant des bases de données et des pays. De manière très courte, vas-y. Ouais, c'est une très bonne question. Ouais. Du coup, on trouve un peu deux parades là-dessus parce que c'est vrai que les scores vont évoluer et c'est vrai, comme a dit Nicolas, que c'est une difficulté pour les marques aussi, pas seulement pour les consommateurs, mais pour les marques aussi. Et donc, du coup, on trouve des façons de situer la performance, de raisonner en comparaison par rapport à un produit moyen, de raisonner en pourcentage d'un budget carbone textile d'un Français, parce que si les bases de données évoluent, le budget il évolue de façon à peu près proportionnelle aux bases de données. Donc, c'est d'utiliser aussi des indicateurs qui aident à mettre en perspective. Et enfin, dernière question, Teresa, très attentive à cette table ronde, merci, comme de nombreux connectés, plus de 14 millions sur Terre ce matin. Pourrait-on s'aligner sur une base de données commune et ou une harmonisation de la méthode de calcul de l'impact sur tous les marchés d'application, habillement, ameublement, textile, technique, valable en Europe et en France? C'est en cours. C'est en cours. Donc, on a vu, la France dit que si la base de données européenne remplit ces conditions, dès que la base de données européenne sera disponible pas avant 2027, elle prendra la base de données européenne dans son système. Du coup, l'idée, c'est que l'ameublement, donc il y a un affichage environnemental qui arrive sur l'ameublement, il va reprendre les mêmes bases de données, les mêmes principes que l'affichage du coup prêt à porter. Et sur tout ce qui est textile, technique, EPI, etc., on dérive, et on a un groupe de travail dessus pour dériver, en gros, une méthode qui va être en cohérence avec la partie prête à porter en termes de base de données, de modélisation, tout en s'adaptant parce qu'on va avoir du lavage industriel, par exemple, au lieu d'avoir du lavage à la maison. Donc, on va changer certains éléments tout en gardant une cohérence de fond. C'est complet comme réponse, ça vous va? Donc, on vient. Moi, ça me va très bien. Effectivement, je retiens que la science, c'est la description de la réalité. Avant de donner la parole à Sébastien Beclin pour sa carte blanche et clore cette table ronde, je voudrais faire un tour de table. Moi, effectivement, je reprends la thématique de manière très basique, digitalisation, de nouvelles opportunités pour s'adapter aux évolutions réglementaires. Je le disais en ouverture, est-ce un point d'interrogation ou une affirmation? Nicolas Rohr, de votre côté, quel serait le message clé que vous voudriez que l'on retienne ce matin là-dessus, sur cette thématique? Je sais que c'est un vaste sujet. Allez-y. Ouais. Non, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet qui donne beaucoup de sens, je crois. C'est ça que je voulais terminer. Enfin, je terminerai par ces mots-là. Ça donne du sens à la fois pour moi, en tant qu'entrepreneur, ça donne du sens pour toutes les équipes aujourd'hui, ce que Fago, vous n'êtes pas censé ignorer. Enfin, je vous le redis, on est une entreprise à mission, c'est-à-dire que la mission de chez Fago est répartie sur les 170 salariés à part égale. Elle n'est pas portée par un bureau RSE. Chez Fago, distinct au sous-sol qu'on isole. Non, c'est porté, c'est une responsabilité commune et je crois que ça donne beaucoup de sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on cherche quelqu'un, quand on ouvre des postes chez Fago, on n'a aucune difficulté à recruter
Donc voilà, donc c'est épanouissant, ça donne du sens. On est dans une quête aussi de mieux faire. Donc en fait, c'est comme un jeu auquel on se prend souvent en changeant les petits calculs, en faisant du prédictif, comme je vous le disais. Donc c'est passionnant. Ce qui manque juste, et je reviens sur le petit coup de gueule, c'est dommage que ce soit sur du volontariat, parce que ça donne pas vraiment une chance de succès. Voilà. Et s'il fallait créer un cadre, et moi je suis plutôt favorable à dire, on propose à une 60aine de marques de faire du volontariat, et pour que ce soit incitatif, et ben en fait on y met une aide fiscale. Voilà, et ça devrait aider en fait pas mal de marques qui souvent sont pas celles qui ont le plus d'argent, pas celles qui font le plus de revenus, qui se lancent dans le volontariat. Voilà. On va en parler à Roland Lescure, ministre de l'économie, vous en faites pas, on a nos connexions. Tour de table, continue. David Galrenier, le message que vous voulez qu'on retienne. La digitalisation, oui, pourquoi pas, mais c'est qu'un outil, donc il faut réfléchir aussi intelligemment. Et comme je le disais, en introduction par rapport à la réglementation européenne, pour moi, c'est avant tout un ensemble de valeurs et une volonté éthique aussi. Et, donc ça, je peux que me réjouir d'entendre Nicolas ou Sylvain par rapport à leurs initiatives et sur la manière dont ils utilisent le digital. Ensuite, pour compléter un peu ce que dit Nicolas, c'est pas tout d'appliquer chez nous, mais il faut aussi l'imposer aux autres. Ouais, pour que les règles des jeux soient les mêmes pour tout le monde. Exactement. Et ça, je pense que c'est aussi des choses qui sont un peu en train de changer de niveau. Et moi, je suis plutôt pro-européen. Et pour le coup, je pense qu'on a beaucoup à jouer sur ces dimensions-là et d'être un peu affirmer notre identité. Et ça se passe aussi à travers concrètement ce qu'on peut réaliser là. Quand on parle d'Europe, on se tourne vers Caroline Bernier, le message clé. Alors moi, là où je me régale, c'est dans les collaborations, l'interdisciplinarité de ce sujet. Là, je discute avec des gens qui ont des compétences qui sont totalement différentes des miennes et je me régale parce que je vois qu'en fait, elles sont absolument toutes nécessaires pour qu'on arrive à faire quelque chose collectivement. Et vraiment, là où je me réjouis, c'est ce collectif, quoi. Ouais. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ah non, mais je suis pour rien. Effectivement, les chassons en meute, l'écosystème et le collectif, effectivement. Sylvain Lébrard, message clé. Moi, ce que je propose, c'est par rapport au titre de la table ronde, c'est de dire le digital, effectivement, c'est un bon moyen de se mettre en conformité sur le réglementaire, mais aussi, donc, par rapport à la question qui est posée, c'est en complément beaucoup d'autres usages pour les marques et pour faire la promotion, effectivement, de ceux qui ont une démarche environnementale poussée. Delphine Drose. Par les QR codes ou par d'autres moyens, en tout cas, l'affichage environnemental, c'est pour moi une façon de créer davantage de liens potentiellement, de liens entre les industriels et les consommateurs finaux via les marques. Et donc, on se réjouit que ça puisse arriver et donner de la fierté aux consommateurs de passer par des marques qui mettent en exergue des fournisseurs vertueux. Et puis sur l'éco-score, ça pourrait être ajouté, il faudrait une idée pour que déjà ceux qui affichent leur éco-score puissent peut-être avoir des éco-modulations avec la révision de la REP qui est en cours. Sébastien Béclin, je vous ai vu prendre beaucoup de notes ce matin, voire même plus que lors des 2 précédentes tables rondes. Vous avez ouvert nos échanges avec tout ce qu'on vient d'entendre entre contraintes, innovation, transformation. Quel regard sur ce qui s'est dit et surtout quel cap, quelle direction vous souhaitez vous nous laisser pour la suite? C'était super intéressant. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui a été dit là sur le dernier mot de la fin. Ouais. Moi, ce que je retiens particulièrement, et que je retiens aussi de toute la semaine, finalement, c'est ce virage qui a vraiment été pris par l'industrie par la filière textile, en tout cas en région et aussi en France. Mais on a eu beaucoup d'entreprises vraiment exemplaires, je pense, sur ces sujets qui ont bifurqué. On n'est plus dans l'intention de la sensibilisation ni le projet, on a vraiment bifurqué complètement. Et ça, je tenais à souligner l'exemplarité des entreprises, des industriels qui sont venus à ces tables rondes dernièrement. Et ce que je retiens aussi, c'est ce que disait Sylvain tout à l'heure, finalement, quand on s'engage vers l'environnement, ça ouvre des nouveaux services, ça ouvre des nouveaux marchés. Et l'industrie textile qui était toujours drivée vers la production un peu de masse, finalement, se dirige vers une industrie de services. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant de fournir maintenant des offres à haute valeur ajoutée, en fait, pour les clients qui deviennent finalement des partenaires
à travers ces nouveaux modèles. Je trouvais également intéressant ce que disait Nicolas vis-à-vis de l'équilibre équilibre financier, mais équilibre aussi environnemental, en fait, finalement, qu'on recherche dans l'entreprise. Je trouve que c'est finalement un petit peu c'est assez nouveau, je trouve, dans les entreprises, de dire finalement, on va arrêter de croître, on n'est pas obligé, on va aussi atteindre un équilibre environnemental pour moins finalement peser sur l'industrie. Et ça, c'est un contexte qui est assez nouveau, je trouve. C'est bien de montrer qu'un nouveau modèle est possible et on a besoin de ces entreprises exemplaires. Maintenant, ce que j'entends et ce que j'ai un peu entendu ici et que j'ai retrouvé par rapport à d'autres interventions que j'avais faites ou d'autres conférences, c'est qu'il y a un besoin de reconnaissance des industriels qui est vraiment très fort. De dire, voilà, nous, on met les moyens, les ressources humaines, financières pour être vertueuses. Il y a un besoin de mise en visibilité, de reconnaissance. On en revient toujours au même, il y a un énorme savoir-faire, mais il faut le faire savoir. Exactement. Et c'est vrai que je pense que les territoires, peut-être ici, ont un rôle à jouer de mettre en valeur justement ces entreprises qui sont présentes. Et je voulais juste terminer sur ce chiffre, moi, que j'ai bien aimé, c'est les 86%. 86% de l'empreinte environnementale d'un habit, d'un vêtement, provient du tissu. Donc finalement, l'approvisionnement, la source, la matière est déterminante dans l'impact environnemental. Et ça rejoignait exactement ce qu'on disait à la table ronde numéro 2 de mercredi. Donc j'encourage les participants d'aujourd'hui à aller le regarder également. Quel talent, Sébastien Béclin. Merci beaucoup. Comme tous les intervenants de ces 3 tables rondes, effectivement, 6e édition de Demain le textile au fil de l'économie circulaire qui s'achève. Donc, un grand merci à tous les intervenants, encore une fois, vous ce matin, mais ceux de lundi et de mercredi. Merci à tous les organisateurs, les partenaires mobilisés pour cette édition 2025, Unitech, Tectera, le CIRID, avec le soutien notamment de partenaires tels que la région Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon et l'Opco d'Ozy. Merci à toute l'équipe mobilisée sur ces 3 tables rondes. Elles sont en régie, Anne-Cécile Cachera, Elodie Laléous et vous, Sébastien, pour la préparation et la logistique globale, sans oublier le café et le thé, essentiel avant d'enchaîner sur une table ronde. Si vous avez manqué l'une des 3 tables rondes, elles sont disponibles en replay sur la page Unitex dédiée à l'événement et sur les sites des organisateurs. On va prendre un rendez-vous octobre 2026 pour une nouvelle édition et d'ici là, vous continuez de suivre l'actualité de la filière et de l'économie circulaire avec Unitex, Tectera et le CIRID. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.